This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power, and it's moving in this place. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut français. Nous allons accueillir aujourd'hui Laurent Kalembo pour la Journée internationale de la philosophie. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Je crois que vous avez quelque chose à dire, non ? Merci. Bonjour à tous. Très rapidement, on va passer à la présentation de notre conférencier, Monsieur Laurent Kalembo Tshindela. Il n'est plus à présenter dans le monde culturel et littéraire de la RDC. Il est conférencier depuis plus de 10 ans. En tout cas, c'est un diplômé d'études supérieures en philosophie de l'Université catholique du Congo et il est doctorant en philosophie. Actuellement, il assume les fonctions de directeur général à la chaîne de télévision Vert Pâturage, où il anime d'ailleurs, non sans succès, une émission littéraire intitulée Belles Lettres. Il est passionné de l'écriture. Laurent Kalembo est aussi écrivain et poète. Son recueil de poèmes Paroles enflammées, comme son livre S'il est français, sont sans nul doute des œuvres les plus marquantes. Toujours proche de jeunes qui méritent d'être cultivés, Laurent Kalembo a créé une bibliothèque dénommée Rehoboth en plein Bandal, Paris, comme vous le savez, comme pour inviter plusieurs à effectuer cet autre voyage de l'esprit qu'est la lecture. Madame, Monsieur, le sujet qui sera décortiqué ce jour dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie est parlant en mains égards. Importance de la philosophie dans les différents contextes régionaux. J'invite donc, sous vos applaudissements, Monsieur Laurent Kalembo Tshindela à nous présenter les points entiers de cette folie. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là pour nous écouter. Je profite aussi de cette occasion pour dire merci à l'Institut français de Kinshasa pour avoir permis la tenue de cette conférence. Ma conférence de ce jour se situe dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie, une journée qui avait été instituée en 2005 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle. Cette journée est célébrée chaque année tout le troisième jeudi du mois de novembre. L'un des objectifs de cette journée, c'est de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la philosophie et de son usage critique dans nos sociétés face aux effets de la mondialisation et aux exigences de notre immersion dans la modernité. Le thème de ma conférence s'inscrit dans cette perspective-là et ma conférence, je l'ai intitulée comme suit: de l'essence du penser à la tâche de la philosophie chez Martin Heidegger. De l'essence du penser à la tâche de la philosophie chez Martin Heidegger. Pourquoi Martin Heidegger? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Heidegger est un philosophe allemand, né en 1889 et qui est mort en 1976. Un philosophe qui avait été critiqué pour son adhésion au Parti
parti nazi en 1933, et bien qu'il s'était excusé peu après, certains continuent à lui en tenir rigueur. Mais nous, il nous intéresse par sa pensée et il est considéré comme l'un des penseurs de l'ère planétaire caractérisé par le régime mondial de la technique. Il est celui qui a posé à nous, les hommes et les femmes de la modernité, des questions qui nous obligent à une profonde remise en question quant à notre rapport à la technique, au monde, à la nature, aux autres et à nous-mêmes. De l'essence du penser à la tâche de la philosophie, c'est le sous-thème que nous allons aborder avec vous en ces jours. De l'essence du penser à la tâche de la philosophie chez Martin Heidegger. Et nous avons pensé commencer par une mise au point sur quelques thèmes majeurs de Être et temps, qui est l'ouvrage majeur de Martin Heidegger. Être et temps est considéré comme l'ouvrage Sésame, celle qui donne effectivement accès à la pensée de Martin Heidegger. Être et temps, l'ouvrage majeur de Martin Heidegger, nous introduit de plein pied au cœur de la problématique, heideggerienne, la question de l'être, la prérogative du Dasein, être là, ou l'homme dans le déploiement de la dite question, et évidemment l'interprétation du temps comme horizon possible de toute entente de l'être. Pour Martin Heidegger, l'être est ce pourquoi il y a question. Autrement dit, qu'est-ce que l'être? C'est la question fondamentale, la seule d'ailleurs de la philosophie, pour Martin Heidegger bien sûr. C'est la question essentielle et importante sans laquelle, de toute évidence, aucune question ne peut avoir de sens, celle du sens ou de la vérité de l'être, car c'est dans la mesure où ce sens sera explicite pour l'homme que celui-ci s'élèvera à la vérité des choses. Pour Heidegger, la question de l'être, pour être perçue dans sa clarté, suppose l'explicitation de l'être du Dasein. C'est ce qu'il a fait, ou c'est ce qui a été l'objet de l'analytique existentielle, une analyse du Dasein, c'est-à-dire de l'être de l'homme, pour mettre en évidence les éléments constitutifs de celui-ci, par lesquels naturellement deviennent non seulement explicites l'identité ontologique du Dasein, mais aussi et surtout l'essence de l'être, objet fondamental de son intuition philosophique. Nous nous proposons de faire, ci-après, une reprise des idées essentielles de cette analytique existentielle qui constitue un préalable à la saisie de la pensée de notre auteur. Au départ de sa démarche, Heidegger pose ce qu'il nomme la différence ontologique. Il distingue d'une part l'être, Sein, qui relève de l'ontologie. Il distingue l'être de l'étant. L'étant qui est un domaine de l'ontique ou des sciences positives.
De l'étang font partie non seulement les choses naturelles, mais aussi les hommes ainsi que toutes les choses produites par l'homme et les effets et les circonstances résultant de l'activité humaine. Tout cela fait partie de l'étang. L'étang, ce sont des êtres concrets. Un homme, c'est un étang pour Martin Heidegger. Une maison, un stylo, c'est un arbre, c'est un étang qui a différencié avec ce qu'il nomme l'être. Les choses démoniaques et divines appartiennent elles aussi à l'étang. Tandis que l'être, c'est ce qui détermine l'étang comme étant. Ce en direction de quoi l'étang, quelle qu'en soit l'explicitation, est chaque fois déjà entendue. La question de l'être et de sa vérité se dévoile dans et par le Dasein. Et Dasein, c'est l'homme, en fait. Il n'y a que l'homme qui est habilité à poser la question de l'être, de tous les étangs. La question de l'être et de sa vérité, je disais, se dévoile dans et par le Dasein, cet étant que nous sommes chaque fois nous-mêmes et qui a, entre autres possibilités, celle de questionner, c'est-à-dire de penser. De tous les étangs, il n'y a que l'homme à qui a été donnée cette possibilité de penser l'être, c'est-à-dire de penser un étang qui réintègre son essence dans la mesure où il pense. C'est-à-dire qu'un homme qui ne pense pas est en dehors de son essence. Le Dasein peut donc questionner sur l'être dans la mesure où il baigne toujours dans une certaine entente de l'être. Il est en lui-même ontologique parce que, comprenant l'être, quoique de manière préontologique, il est fondamentalement ouvert à l'être. Il est au sein de tous les temps à qui revient en priorité la tâche de l'élaboration de la question de l'être. Cette primauté qui lui vient d'un mode d'être qui lui est propre, l'existence. L'essence du Dasein, c'est-à-dire de l'homme, tient dans son existence, dira Heidegger. Ce qui peut encore se dire, le Dasein où l'homme est dans la mesure où il existe. Et dans ce contexte, l'existence ne signifie pas existentia, au sens de réalité, c'est-à-dire la réalité comme le constat d'un fait là devant. La réalité comme simplement présent. Elle est plutôt un mode de l'existence dont il est question ici. C'est un mode d'être qui confère à l'homme le pouvoir d'être le là. Le Dasein, on a dit que c'est l'être là. L'existence de l'homme lui donne le pouvoir d'être le là, c'est-à-dire le lieu indiqué où l'être se donne dans sa manifesté, où l'être se donne dans sa vérité. Ainsi comprise l'existence et les privilèges de l'homme. À ce propos, Heidegger dira « L'étang qui est sur le mode de l'existence est l'homme. L'homme seul existe. Le rocher est, mais n'existe pas. Dieu est, mais il n'existe pas. » Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Martin Heidegger. L'analytique existentielle, qui est
une analyse phénoménologique de l'être de l'homme révèle l'être au monde comme constitution fondamentale du Dasein, c'est-à-dire de l'homme. L'homme, c'est un être, il est être au monde. Il se trouve déjà au milieu des étangs. L'homme n'est pas un point désincarné. C'est quelqu'un qui vit dans un milieu de vie et il vit avec les autres. L'analytique existentielle révèle l'être au monde comme constitution fondamentale du Dasein. En effet, le Dasein se comprend dans son être comme être au monde, dans la mesure où inscrit dans la totalité de l'étang. L'étang, c'est l'ensemble des êtres concrets, et l'homme y compris. Mais l'homme est cet étang qui se distingue des autres étangs par le pouvoir qu'il a de poser le problème de l'être, de réfléchir et de penser. L'analytique existentielle nous révèle aussi la conception authentique du temps, le temps comme temporalité originaire dans sa nature unitaire en ces trois extases que sont le passé, le présent et l'avenir. Il nous révèle la conception authentique du temps, le temps comme l'horizon de compréhension de l'être. En même temps qu'il est horizon de compréhension de l'être, il est aussi l'horizon de compréhension de l'homme. On ne peut comprendre l'homme et l'être qui est au fondement de tout ce qui est dans l'horizon du temps. Cette découverte a donné l'opportunité à Heidegger d'amorcer une critique contre la métaphysique. Ce que Heidegger appelle la métaphysique, c'est la tradition philosophique depuis Platon jusqu'à Nietzsche. J'espère que je me fais comprendre. Oui. Il amorce une critique contre la métaphysique, c'est-à-dire la tradition philosophique depuis Platon jusqu'à Nietzsche. Pourquoi il critique la métaphysique? Puisqu'il pense que la métaphysique telle qu'elle a été pratiquée pendant ce temps-là de Platon jusqu'à Nietzsche participe non seulement de l'oubli de l'être, mais aussi de la mésinterprétation du temps réduit au seul présent. La métaphysique, au lieu d'être la science de l'être, s'est contentée d'être la science de l'étang. L'étang tel qu'il est devant nous, l'étang tel qu'il se dispose à la présentation, à la représentation plutôt. Dans L'être sur l'humanisme et dans Qu'appelle-t-on penser, ce sont deux œuvres de Martin Heidegger, il amorce effectivement cette critique contre la métaphysique qu'il qualifie de pensée représentative. Il reproche en fait à la métaphysique de s'être éloignée de l'être. Il reproche la métaphysique de s'être éloignée de sa vocation initiale qui est celle de penser l'être en tant qu'être. Au lieu de cela, la métaphysique s'est contentée de penser l'étant en tant qu'étant. Pour Heidegger, à l'origine de la pensée occidentale, il y a la pensée qu'il appelle inaugurale, ou pensée du point de départ, dont Anaximandre, Héraclite
et Parménide se trouvent être les précurseurs dans la mesure où ils ont su prêter attention à ce qui donne le plus à penser, c'est-à-dire à l'être en tant que fondement de tout ce qui est. Cette intuition originelle de l'être qu'on retrouve chez les présocratiques que je viens de citer, Anaximandre, Héraclite, Parménide, a été avec le temps occultée par les approches métaphysiques de l'être, considéré dans son étang, oui. Ainsi, pour Heidegger, la métaphysique, c'est-à-dire la tradition philosophique, de Platon jusqu'à Nietzsche, a failli à sa mission. Elle s'est détournée de sa vocation première. Au lieu de penser l'être en son être, c'est-à-dire dans sa vérité, elle s'est constituée en science de l'étang pour autant qu'il est présent et disponible pour la représentation. Ainsi, elle était devenue une pensée représentative au lieu d'être une pensée essentielle, originaire, dans son rapport avec l'être et non pas avec l'étang. Cette pensée représentative de la métaphysique trouve son achèvement dans l'interprétation technique qui marque la consécration de la logique comme critère à l'aune duquel la pensée est mesurée. L'interprétation technique de la pensée n'est pas le propre de l'âge technique. Ses origines remontent en effet à Platon et à Aristote, quand la pensée était déjà conçue comme processus de réflexion au service du faire et du produire. Au lieu que la pensée soit la pensée de l'être, une pensée conditionnée par l'être, c'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qui assure la permanence et la constance de la vie individuelle et de la vie en société. C'est un peu ça, l'être, pour parler en ce terme-là. La dimension technique de la pensée révèle une dimension de l'homme caractéristique de l'époque métaphysique et même de l'époque moderne, puisque la modernité a été influencée en grande partie par la métaphysique, par cette façon de penser les temps au lieu de penser l'être. Penser les temps dans la mesure où il est là, présent devant nous, dans la mesure où nous pouvons le représenter, dans la mesure où nous pouvons l'emprisonner dans nos concepts et en jouir. Pour l'homme, cette conception de la pensée révèle une dimension de l'homme caractéristique de l'époque métaphysique. Elle met en évidence cette manière d'être homme qui consisterait à occuper la sphère de pouvoir humain en tant qu'espace de mesure et d'accomplissement pour la maîtrise et la possession de l'étang dans sa totalité. Pour l'homme gagné à la métaphysique, l'étang n'est vraiment étang que dans la mesure où il est arrêté et fixé, emprisonné dans nos concepts, par le biais de la représentation. Dès lors, la vérité pour lui se définit comme certitude, comme ce en quoi les représentations et les productions humaines deviennent sûres d'elles-mêmes. Cette conception de la vérité, déjà en germe chez Platon et Aristote, trouve cependant son accomplissement dans le subjectivisme cartésien, où les sujets s'auto-affirment et proclament sa royauté
dans le mépris total de la nature et même dans le mépris de l'intersubjectivité. Tout, en effet, tombe dans la dictature de l'homme qui est élevé à la dignité de maître de l'étang. Les déploiements de la pensée au sens de processus de réflexion au service du faire et du produire forgent un nouveau type d'homme en lieu et place de l'homme compris comme Dasein, c'est-à-dire de l'homme compris comme le berger de l'être, celui par qui le sens de l'être advient, celui qui est habilité à poser la question de l'être. La pensée représentative, selon Heidegger, elle a failli, elle appelle son dépassement et l'élaboration d'une pensée originelle, essentielle, c'est-à-dire restituée dans son rapport à l'être, la pensée de l'être. Celle-ci se trouve être une des principales modalités de manifestation de l'homme comme Dasein, tant il est vrai que l'homme demeure cet être qu'il est en tant qu'il pense. Un homme qui ne pense pas n'est pas un homme. C'est ce qui nous différencie des autres étangs, des animaux, des plantes, c'est cette faculté que nous avons de penser. Et dans le point qui suit, nous allons essayer de comprendre ce que Heidegger entend par penser. Qu'est-ce que pour lui l'essence du penser? Pour Heidegger, atteindre l'essence du penser exige un préalable. Nous devons nous débarrasser des conceptions erronées de la pensée, notamment de l'interprétation technique de la pensée qui fait de la logique les critères à l'aune duquel la pensée doit être mesurée. Car pour lui, soumettre ainsi la pensée à la logique, c'est la juger selon une mesure qui lui est inappropriée. C'est ainsi ignorer son rapport essentiel à cette réalité qui la requiert, réalité pour laquelle il lui est donné de se soumettre et d'où elle tient son être. Et cette réalité, c'est l'être. La pensée de l'être. L'être est considéré comme l'origine, à la fois l'origine et la finalité de la pensée. L'origine, parce que c'est l'être qui appelle le Dasein ou l'homme à penser. Et l'homme ne doit penser que l'être. C'est en pensant l'être qu'il va retrouver son essence. Ce n'est qu'une fois la pensée ainsi restituée dans son élément, à savoir ce à partir de quoi la pensée peut être une pensée, que nous pouvons nous poser la question de l'essence du penser et tenter une percée en sa direction. Que signifie penser pour Martin Heidegger? Dans son ouvrage « Qu'appelle-t-on penser ?», Heidegger s'emploie à retrouver l'essence du penser à travers le méandre d'une question. La question, c'est « Qu'appelle-t-on penser ?» Une question qui peut être posée selon 4 modes qui s'entr'appartiennent. Qu'appelle-t-on penser? Nous pouvons poser premièrement cette question autrement, comme suit. Que signifie le mot penser? Nous pouvons également poser une autre question. Comment la pensée est-elle conçue dans la doctrine traditionnelle?
quelles conditions doivent être réunies pour que nous soyons capables de penser de façon adéquate? Et enfin, le dernier mode, c'est qu'est-ce qui nous appelle à penser? Parmi ces modes de questionnement, Heidegger privilégie le quatrième mode. Qu'est-ce qui nous appelle à penser? Pourquoi il privilégie ce mode-là? C'est d'abord parce que cette question englobe, selon Heidegger, les trois autres. Ensuite, parce qu'elle est, selon l'entente heideggerienne, une question métaphysique, c'est-à-dire une question dans laquelle nous sommes impliqués fondamentalement, une question qui nous met en question, pour autant qu'elle est posée relativement à quelque chose qui nous touche nous-mêmes, parce que son appel nous cherche dans notre être. Qu'est-ce donc qui nous appelle à penser? Autrement dit, qu'est-ce qui fait appel à nous, à cette fin que nous pensions, et qu'ainsi, en pensant, nous soyons ce que nous sommes? L'être, en tant que ce qui donne le plus à penser, nous fait don de la pensée. C'est l'être qui nous fait don de la pensée. Il nous fait don de la pensée comme la détermination de notre être, et de sorte nous rend tout premièrement propre à penser. Cependant, la faculté de penser et même les dons pour la pensée ne garantissent pas que nous sommes en pouvoir de penser. Encore faut-il, en guise de reconnaissance pour ce don précieux, que nous soyons à même de répondre au présent à la pensée, à l'appel de la vérité, de l'être, en laquelle la réponse est et progresse. L'être donc nous appelle. C'est l'être qui appelle l'homme ou le Dasein à la pensée. Mais souvent, beaucoup ne répondent pas à cet appel-là. Très peu. L'être donc nous appelle. Il nous interpelle dans notre être pour que nous nous mettions en chemin. C'est-à-dire que nous fassions le pas qui seul font du chemin, le chemin de la pensée. Comme le remarque Pierre Oregon, l'œuvre de Heidegger est tout entière caractérisée par la métaphore du chemin. On trouve ces concepts-là, du chemin, dans la pensée de Martin Heidegger. Le concept du chemin, du sentier qu'il faut frayer pour accéder au cœur de la forêt, toujours approché, jamais rejoint, là où se donne aux marcheurs méditants la présence mystérieuse qu'ils recherchent. Ainsi pour Heidegger, la pensée même est un chemin. Nous ne pensons en effet que dans la mesure où nous nous mettons en chemin vers ce qui donne le plus à penser, c'est-à-dire vers l'être. Et cela dans une marche faite de questions et attentif aux perspectives et aux directions qui s'ouvrent sur le chemin. Et quand un homme s'inscrit dans l'élan de ce mouvement vers l'être, c'est alors qu'il pense. Quand bien même l'être demeurait en retrait. La pensée ainsi comprise, selon Heidegger, est fondamentalement méditante, questionnante. Penser, c'est se mettre en chemin vers l'être, cette réalité qui fonde tout ce qui est.
Et dans cette marche, c'est une marche faite des questions. Une marche dans laquelle on ne reste pas figé sur ses positions, mais c'est plutôt une marche où on se pose des questions et on reste ouvert aux apports d'ailleurs. Pour Heidegger, penser, c'est au-delà des choses dans leur apparence. Pour la métaphysique traditionnelle, c'est-à-dire la tradition philosophique depuis Aristote, de Platon jusqu'à Aristote, la pensée s'est limitée à ce qui était apparent. On ne réfléchissait que sur les étangs, dans la mesure où les étangs sont là devant nous. On peut les représenter, on peut les emprisonner dans des concepts. Mais pour Heidegger, penser, c'est au-delà des choses dans leur apparence, faire attention à l'essentiel, à l'être comme ceux qui laissent être les choses dans leur être et se mettre en écoute, à son écoute et s'embarquer irrémédiablement dans l'élan du mouvement en sa direction. La pensée, chez Heidegger, il est à la fois chemin vers l'être et chemin vers notre être. C'est dans la mesure où nous allons retrouver l'être que nous allons nous retrouver nous-mêmes. La pensée, c'est à la fois un chemin vers l'être et un chemin vers notre propre être, c'est-à-dire vers notre accomplissement comme homme, étant donné qu'elle accomplit la relation de l'être à l'essence de l'homme. En effet, l'homme pensant, c'est-à-dire l'homme qui est en chemin sur les traces de l'être, retourne fidèlement à son essence en tant que Dasein, dans la mesure où il œuvre et part et pour la vérité de l'être. Et pour Heidegger, penser, c'est déjà agir. Pour lui, en effet, la pensée se produit avant la distinction entre pensée et action. La pensée, souvent considérée comme prélude à l'action, et l'action comme aboutissement de la pensée. Pour Heidegger, la pensée en elle-même est déjà d'une certaine manière action. Dans son dialogue avec le monde, entendu comme destin, n'est-elle pas l'action décisive elle-même par laquelle le rapport au monde en général, peut seulement commencer à se modifier, en tout cas, de la vie de Heidegger. Penser n'est rien faire, c'est même l'agir le plus fondamental. C'est dans la mesure où, quand on pense, on prépare déjà l'essence de l'être. Au milieu de l'étang, c'est lieu où l'être et son essence se portent à la langue. Cette transition va nous permettre maintenant de comprendre qu'est-ce que la tâche de la philosophie. Au-delà de cette distinction entre penser et agir, Heidegger pose un problème fondamental, celui de la tâche dans le destin de l'homme et de peuple, de toute philosophie, de la philosophie au sens de savoir authentique, c'est-à-dire de pensée essentielle. La philosophie est-elle condamnée, comme d'aucuns le souhaitent ou le pensent, à n'être qu'un savoir immédiatement utilisable, c'est-à-dire une discipline à l'instar de la pensée axée sur les calculs et l'utilité, et dont la tâche se réduirait à proposer à la société de recettes pour endiguer les problèmes vitaux.
auxquelles la société se trouve confrontée dans l'immédiat. À cette préoccupation, Heidegger répond: la philosophie ne pourra pas produire d'effet immédiat qui change l'état présent du monde. Sinon, ce serait méconnaître la spécificité de cette discipline, qui se veut autre, et retomber ainsi dans l'erreur commise en son temps par la métaphysique, qui privilégiait l'apparence, l'actuel à l'essentiel, faisant ainsi de la philosophie les lieux de l'inessentiel. À la question de savoir si la philosophie pouvait jouer un rôle dans la transformation du monde, comme le voulait Karl Marx, qui, dans la 11e thèse sur Feuerbach, affirmait ceci, je cite: « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, mais il s'agit de le transformer. » Ça, c'est Karl Marx. Heidegger répond que la philosophie ne peut jamais, d'une façon immédiate, apporter les forces ou créer des formes d'action et les conditions qui suscitent une action historique. Heidegger pense que ce n'est pas, que la philosophie, ce n'est pas un savoir que l'on puisse acquérir et utiliser directement. La philosophie, ce n'est pas comme la médecine ou la pharmacie, qui, eux, nous proposent de recettes pour résoudre les quelques problèmes auxquels l'homme est confronté, problèmes de santé et autres. Heidegger poursuit et dit: on ne peut rien faire, de la philosophie, on ne peut rien en faire. C'est elle qui fait quelque chose de nous si l'on s'y engage. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. On ne peut rien faire, on ne peut rien en faire. Mais c'est elle, la philosophie, qui fait quelque chose de nous si l'on s'y engage. C'est-à-dire que n'attendez pas à la philosophie de vous donner des recettes pour résoudre des problèmes. Mais la philosophie est là pour vous faire réfléchir. La philosophie, c'est d'ailleurs le fait de penser par soi-même. La philosophie est différente des autres disciplines parce qu'elle commence par nous transformer de l'intérieur. Et c'est dans la mesure où nous sommes transformés que nous pouvons transformer le monde. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et à la vision pratique de Karl Marx qui veut, coûte que coûte, la transformation du monde, Heidegger répond: aujourd'hui, l'action seule ne changera pas l'état du monde sans l'interpréter auparavant. Une action qui n'a pas été nourrie aux mamelles de la philosophie, une action qui n'a pas été éclairée par les principes et les valeurs que la philo peut nous donner, ne peut pas changer le monde. Là, au moins, vous êtes d'accord avec moi.
La philosophie, mes chers amis, est certes un savoir dont l'action n'est pas immédiatement perceptible. Néanmoins, elle demeure fondamentalement dans sa démarche inscrite dans l'horizon de l'essentiel, c'est-à-dire de l'être. Heidegger la conçoit en effet comme ce savoir anticipateur de l'essence des choses, un savoir non clos sur des résultats définitifs, mais un savoir constamment ouvert sur de nouvelles perspectives d'investigation. C'est pourquoi il la présente en définitive comme ce savoir immédiatement inutile, n'est-ce pas? Mais toutefois souverain de l'essence des choses. C'est contradictoire, hein? La spécificité de la philosophie réside dans le fait qu'elle est sans intérêt matériel immédiat. Si vous voulez vous engager en philo, sachez que la philo est sans intérêt matériel immédiat. Néanmoins, elle a intérêt à ce que la question de l'être soit clarifiée afin de mieux saisir les étangs et en faire une utilisation beaucoup plus efficiente, tant il est vrai que toute efficience repose dans l'être et de là va à l'étang. C'est un signe de notre temps que l'homme est préoccupé des problèmes du moment, qu'il investit tout son être dans l'action afin de résoudre ces problèmes-là. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, on est préoccupés. Nous tous, nous sommes en quête des solutions à nos problèmes. Mais seulement, sachez que l'actualité et l'action aveuglent souvent l'homme. Puisque devant l'actualité, devant des problèmes, on est pressé, on veut sauter sur n'importe quelle solution pourvu que le problème soit résolu. Seulement, l'actualité et l'action aveuglent l'homme et lui barrent le chemin à la saisie de l'essentiel et l'empêche ainsi de poser des questions essentielles fondamentales, des questions que la philosophie nous aide à poser. Quelles sont ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je? Pourquoi les choses? Aussi, nous devons savoir que l'actualité d'aujourd'hui passera, alors que l'essentiel demeurera. C'est ici qu'intervient la tâche combien éclairante de la philosophie en tant que pensée essentielle dans la relativisation de l'actualité, eu égard à l'essentiel. Nous devons juger, apprécier l'actualité à l'aune de l'essentiel. Vu sous cet angle, la philosophie est parfois une attitude de retrait, de recul vis-à-vis de soi, des événements et de choses, pour une compréhension beaucoup plus compréhensive de soi, des événements et de choses. Nous avons voulu faire une lecture critique de la pensée de Heidegger parce que nous l'avons trouvée intéressante. Nous avons
penser que cette pensée pouvait les Africains à penser véritablement leur destin afin de mieux négocier leur immersion dans la mondialisation. Et Heidegger est celui-là qui peut nous aider à le faire. Comment? Pour Heidegger, le destin de l'homme, compris comme être au monde, l'homme c'est un être au monde et il est aussi être avec. Ce destin-là ne peut se réaliser que par la pensée. Une pensée restituée dans son rapport originaire à la tradition. La tradition qui n'est pas à comprendre comme un fait passé, voire trépassé, mais comme quelque chose à venir, c'est-à-dire qui vient vers nous. La tradition pensée eu égard à la temporalité originaire, comme cet appel du présent vers les possibilités du passé en vue de l'avenir. Nonobstant son attachement excessif à la tradition européenne, en sa provenance au grec, et sa tendance à faire de l'être une affaire des seuls Européens, Heidegger offre aux autres peuples, et particulièrement aux Africains, les pistes d'une réflexion authentique, dans la mesure où il s'est employé dans son œuvre à restituer la pensée dans son rapport à la tradition. Il prône en effet un recours salutaire à la tradition en tant que lieu, par excellence, du rendez-vous de l'homme avec son être, avec son destin. Et dans ce contexte, la pensée ou l'activité pensante est à concevoir comme une écoute de la tradition, mieux, une reprise critique de la tradition pour une prise en charge du destin. Il en ressort que tradition et destin n'ont de sens que mis en rapport avec la pensée, car sans la pensée, la tradition ne peut être éclairée, la tradition ne peut être renouvelée et la tradition ne peut être perpétuée, tout comme on ne peut penser le destin en dehors d'une pensée véritable, c'est-à-dire restituée dans son rapport originaire avec la tradition. Et pour Heidegger, une telle pensée ne peut être qu'herméneutique, c'est-à-dire une pensée au sens de répétition critique, qui ne signifie nullement la réitération uniforme du toujours identique, mais au contraire, il s'agit de chercher, d'aller chercher, de ramener, d'engranger, de recueillir ceux qui, en retrait, s'abritent dans l'ancien, afin de le porter à la lumière et au langage, ouvrant ainsi à l'homme des horizons fécondants où son existence se déploie comme destin. Il nous semble en effet que l'être de qui procède toute la réalité n'est pas en retrait uniquement dans la tradition européenne, mais bien plutôt dans toute tradition, pour autant qu'elle est ce qui appartient en propre à un peuple et grâce à quoi il peut accéder à lui-même. En tant qu'Africain, cela doit nous interpeller au plus haut point, car déjà dans les années 70, il y a un prêtre rwandais, Ugira Shebuja, il lançait aux Africains une invitation à se mettre à l'écoute de l'être dans le champ de la langue qui est la nôtre,
dans la poésie de nos poètes et dans l'art de nos artistes, car c'est là que l'être se manifeste, et se dérobe, et que l'homme apprend à vivre en homme plutôt qu'un animal rationnel. L'Afrique est riche d'une tradition qui regorge de potentialités discursives ou éléments de discursivité, selon l'expression du professeur Kinyongo. Et ces éléments de discursivité sont gros de sens. Il s'agit des contes, de proverbes, de mythes, des œuvres d'art. Il appartient donc aux Africains à se mettre à l'écoute de l'être dans ces éléments-là que je viens de citer, et grâce à une méthode rigoureuse et en dialogue avec des penseurs de tout temps, d'être de ces hommes par qui le sens surgit. La pensée africaine, telle que nous la voulons, doit répondre à l'exigence d'enracinement du penseur dans son terroir, mais aussi à l'exigence d'ouverture vers d'autres horizons par le biais d'un dialogue de créateurs sur l'héritage et la tâche que leur donne l'histoire. Car, ainsi conçue, cette pensée évitera à l'Africain le piège d'un repliement appauvrissant sur soi et lui offrira par contre l'aubaine d'une ouverture enrichissante sur les possibilités enfouies dans les autres traditions pour une meilleure réinsertion dans un monde dont le cœur bat au rythme de l'universalité, j'allais dire, de la mondialisation, ce rendez-vous du donner et du recevoir. C'est dire que l'activité pensante, en Afrique ou ailleurs, pour ne pas demeurer en marge de l'élan de l'histoire, doit plus que jamais se conformer à l'idéal même de la philosophie, s'élever au-dessus des particularismes culturels d'une vision du monde donnée pour tendre vers l'universel. Nous concédons à Heidegger le fait que toute chose essentielle et grande a pu seulement naître du fait que l'homme avait une patrie et qu'il était enraciné dans une tradition. Mais de là, s'enfermer dans sa propre tradition, dans l'ignorance et le mépris des autres, relève d'un manque notoire de culture, au sens où Kassire définit celle-ci comme un effort de dépassement de soi pour s'ouvrir aux autres. Nous pensons qu'il est possible à l'Africain, par l'exercice de la pensée au sens ci-dessus entendu, de se prendre en charge, de s'impliquer dans l'histoire, c'est-à-dire de se bâtir son destin au sein du destin du monde, du moins de se constituer un artisan du destin du monde. L'essor de l'Africain n'est pas encore définitivement joué au sein du destin du monde, car, ainsi que l'écrit Okolo, le destin de l'Afrique, c'est-à-dire cet espace de lutte et de ressaisie, demeure un destin ouvert, une aventure, un cercle non bouclé, à condition bien sûr que l'Africain se réveille de sa torpeur et consente à devenir un homme de pensée, c'est-à-dire de méditation et de conception, en lieu et place de ce consommateur émerveillé dont le spectacle n'est pas du tout beau à voir.
Cependant, cette pensée africaine que nous voulons porteuse de destin pour l'Afrique ne pourrait pleinement jouer son rôle de savoir qui fonde et éclaire toute initiative ou action qui fonde et éclaire toute initiative de l'Africain en quête de son être qu'à condition que la parole de nos penseurs soit le reflet du dire essentiel et non une prise de position dictée par la conjoncture du moment. Cette pensée africaine, pensons-nous, ne doit pas se contenter, comme d'aucuns le soutiennent, d'être seulement et uniquement une pensée que nous développons par rapport à l'immédiat, par rapport aux problèmes qui nous arrivent. Mais ce doit être une pensée qui doit être en quête ce n'est que de la pensée africaine plutôt, je disais, comme d'ailleurs toute pensée proprement philosophique, doit tendre à sa vocation d'être une pensée qui, au-delà de la situation présente ou actuelle, sonde le profondeur en quête de fondement. Je dis et je vous remercie.